Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Rapport d'ouverture. La notation de quel droit? Célia Zolynski, professeure à l'Université des Antilles et de la Guyane. Cette journée consacrée à la notation d'entreprise se situe au cœur de l'actualité. En effet, la notation gagne tous les domaines. Notation des fonctionnaires, notation des États, des collectivités, des entreprises, plus généralement des agents économiques, sans compter la notation controversée des ministres ou des enseignants. Transcendant les distinctions publiques-privées, la notation semble bien se caractériser par sa diversité. Si l'on resserre l'étude sur l'entreprise, objet de ce colloque, on ne peut encore une fois qu'être étonné de la diversité de ce phénomène. La notation d'entreprise peut tout d'abord renvoyer à la notation par l'entreprise, notamment à la pratique du ranking, c'est-à-dire de la notation des salariés par leur employeur. La notation d'entreprise peut également concerner l'entreprise notée. Elle porte alors sur ses comptes, sur les titres qu'elle émet, sur ses activités économiques ou encore sur ses performances sociétales. Enfin, la notation d'entreprise peut conduire à étudier les entreprises qui procèdent à la notation. Des entreprises de notation qui se multiplient en tout domaine, financier, social, environnemental, maritime ou encore commercial. Pour autant, ces entreprises n'ont pas toutes la même autorité en droit ni même en fait, certaines bénéficiant d'une notoriété internationale leur réservant l'essentiel des parts d'un marché très lucratif, ce qui leur assure un poids économique et politique déterminant. Dès lors, comment expliquer la vitalité du mécanisme de la notation? La raison de son succès tient sûrement à ce que la notation est un moyen réel ou conceptuel visant à réduire la complexité et à simplifier le réel. Elle garantit une certaine confiance en livrant la photographie d'une situation à un moment donné pour la porter à la connaissance des tiers. Toutefois, dans le même temps, la notation n'a jamais fait l'objet d'autant de critiques. Elle est même désignée comme l'une des causes majeures de la crise qui ravage actuellement nos économies. Pour autant, ce n'est pas la notation elle-même qui paraît être remise en cause, mais plutôt le processus qui permet de l'obtenir. En réalité, c'est l'éthique de la notation qui est placée au centre de tous les débats afin de regagner la confiance des acteurs économiques. Par conséquent, si la notation est essentielle pour assurer la confiance, il faut encore trouver les moyens permettant de restaurer la confiance dans la notation. Instaurer la confiance par la notation I, restaurer la confiance dans la notation 2. Voilà donc les deux axes de cette étude visant à introduire cette journée consacrée à la notation d'entreprise. 1. Instaurer la confiance par la notation. Instaurer la confiance, tel est bien l'intérêt de la notation. C'est la recherche de cette confiance qui explique le succès actuel de ce phénomène. Toutefois, l'actualité la plus récente révèle que cette confiance est bien fragile et qu'elle tend désormais à s'éroder. Il convient donc d'une part, de comprendre comment cette confiance est recherchée par la notation A, et d'expliquer d'autre part pourquoi cette confiance est désormais érodée, B. A. La confiance recherchée. Rechercher la confiance, voilà ce qui justifie la notation. Certes, la diversité des notations conduit à s'interroger sur l'existence de critères communs, à se demander si pour le moins, il est possible de dresser une typologie des notations. Or, l'étude des différentes notations envisagées durant cette matinée va permettre de révéler que, malgré certains objectifs communs, la notation semble bien être une notion à géométrie variable. Mais que, quoi qu'il en soit, l'une des caractéristiques de la notation apparaît être la recherche de la confiance. Pour le comprendre, revenons tout d'abord sur les objectifs de la notation 1, avant d'expliquer ensuite en quoi la notation doit être considérée comme une notion à géométrie variable, 2. 1. Pourquoi procéder à la notation? Répondre à cette question permet d'expliquer le succès croissant de ce processus et son utilisation dans de multiples secteurs. Nous constaterons grâce aux différentes contributions qu'une pluralité d'objectifs est poursuivie par les diverses catégories de notation. Mais il est un objectif commun à toutes les formes de notation. C'est l'accès et la communication d'informations. En effet, au sein de certains secteurs, le marché de l'information devient un marché d'experts, supposant le recours à un intermédiaire spécialisé afin de faciliter les relations entre opérateurs économiques. C'est ainsi, en matière financière,
que la notation vise à pallier l'asymétrie informationnelle particulièrement accrue depuis le développement des marchés DE intermédiaires et la multiplication de produits financiers de plus en plus sophistiqués. Dès lors, la notation permet d'évaluer un risque ici de défaillance de l'emprunteur. D'autres fois, elle permettra d'évaluer la qualité d'un bien ou d'un service afin de faciliter les échanges, comme pour la certification des biens ou services. La notation poursuit des objectifs plus lointains, au premier rang desquels la recherche d'une certaine sécurité. Sécurité de l'investisseur ou du fabricant, mais aussi, plus généralement, celle du consommateur ou encore du marché. La notation peut également permettre la diffusion d'une certaine éthique, à l'image de la notation environnementale et sociétale qui détermine par exemple les investissements responsables, à moins qu'il ne s'agisse que d'un argument marketing à vocation purement concurrentielle. On le voit, les objectifs sont divers. Mais ils ont tout de même des points de convergence. C'est finalement la confiance qui est recherchée à travers ce recours de plus en plus fréquent à la notation. Pourtant, en pratique, cette confiance semble n'être acquise qu'avec plus ou moins de succès. Cela tient au fait que la notation apparaît être une notion à géométrie variable. 2. La notation est une notion à géométrie variable parce qu'elle peut n'être qu'une simple opinion, ou au contraire constituer une véritable certification. En effet, comme les agences se plaisent d'ailleurs à le rappeler, la notation qu'elles réalisent en matière financière n'est qu'une simple opinion émise par des organismes privés. Elle consiste en l'attribution d'une note correspondant à une échelle normalisée, afin d'évaluer la qualité financière de l'émetteur et le risque de défaut de remboursement, et cette note fera l'objet d'un suivi tout au long de la vie de l'émission. Pour autant, il ne s'agit que d'une simple opinion formée sur la base d'informations publiques ou divulguées par l'émetteur, et non d'une garantie. Cela n'a pourtant pas empêché différents intervenants sur le marché de faire preuve d'une confiance excessive dans ces notations devenues, dans bien des cas, un référent. La confiance sera plus sûrement donnée lorsqu'il s'agit d'une véritable certification. En effet, cela suppose l'existence d'un contrôle, la comparaison de l'élément certifié à des normes préalablement déterminées, le plus souvent en concertation avec les différentes parties intéressées. Une mission de service public est alors confiée aux organismes certificateurs, à l'image de celle confiée aux sociétés de classification des navires. En toute hypothèse, nous pourrons certainement constater au cours de cette journée que cette gradation ne restera pas sans incidence sur la responsabilité des entreprises en cas de défectuosité de la notation attribuée. Simple opinion ou véritable certification, la notation peut également être facultative ou obligatoire. Il est d'ailleurs intéressant de noter que, dans bien des domaines, la notation est pour l'essentiel facultative, plus exceptionnellement obligatoire. C'est ce que nous observerons par exemple en matière de normalisation des produits et services, ou encore de notation financière. Quoi qu'il en soit, et même si elle n'est pas imposée par les textes, il s'avère fréquemment en pratique que la notation est exigée par les professionnels pour accéder à un marché particulier. Il semble donc que la recherche de la confiance dicte le recours plus ou moins facultatif à la notation. Or, le succès de la notation repose sur la qualité de l'information qu'elle transmet. Pour cela, elle doit être fiable et crédible. Autrement dit, si les utilisateurs n'ont plus confiance dans la notation, elle perd toute utilité. Pourtant, la récente actualité témoigne de l'érosion de la confiance générée par certaines notations. B. La confiance érodée. La confiance dans la notation s'est érodée à la suite des crises et scandales financiers qui ont marqué ces dernières années. Pour s'en tenir aux récents événements, on sait que la surévaluation des opérations structurées composées de produits financiers toxiques et le retard dans la dégradation de la note des émetteurs de titres ont fait douter de la fiabilité de l'opinion émise par les agences de notation quant à leur évaluation du risque, ce jusqu'à conduire les autorités financières et gouvernementales à dénoncer leurs responsabilités comme acteurs majeurs dans le déclenchement de la crise financière actuelle. Cette érosion de la confiance a plusieurs causes systémiques, telle l'absence de transparence des agences quant à la conception de leur modèle de notation. La multiplication des situations de conflit d'intérêts participe également d'une telle perte de confiance. Il s'agit là de risques bien connus des entreprises de notation financière,
qui sont chargés de délivrer une opinion neutre aux investisseurs sur les marchés. Cette problématique dénoncée hier à propos des commissaires aux comptes tenus de certifier les comptes de l'entreprise touche aujourd'hui de plein fouet les agences de notation, non seulement en raison de leur système de rémunération, les agences étant rémunérées par les émetteurs qui sollicitent leurs services, mais aussi en raison de la diversification de leurs activités, pourtant opposées, notation et conseil, sans compter les risques liés aux pratiques de rating shopping. Cela conduit à réaffirmer que seule est utile la notation réalisée en toute neutralité, ce qui suppose l'indépendance effective de l'entreprise de notation. Cette perte de confiance est d'autant plus inquiétante que les conséquences de la notation sont des plus importantes. Des conséquences pour l'entreprise notée bien sûr, qui voit se réduire ses capacités de contracter ou risque de voir jouer les clauses emportant une évolution du contrat en cas de dégradation de la note, rating triggers. La notation peut ainsi restreindre la marge de liberté de l'entreprise. Des conséquences également importantes pour les tiers, qu'une défaillance de la notation conduira à réaliser une évaluation erronée du risque de crédit, et cela pourra engendrer divers effets dominos, jusqu'à remettre en cause le fonctionnement de l'ensemble du marché comme nous le constatons ces derniers temps. Dès lors, compte tenu de la situation, il est essentiel de restaurer la confiance dans la notation toutes les fois où celle-ci s'est érodée en raison de pratiques déviantes. 2. Restaurer la confiance dans la notation. Les réflexions menées actuellement sont centrées sur les moyens permettant de restaurer la confiance dans la notation. Plus exactement, c'est l'encadrement de la notation qui prête à discussion. Pendant longtemps, aucun consensus ne semblait exister ni sur la nature de cet encadrement ni sur ses modalités. Dès lors, la notation ne pouvait être qu'autorégulée. Toutefois, la question a évolué sous l'impulsion des crises et scandales financiers qui ont participé à l'érosion de la confiance dans la notation. Pour y remédier, on semble désormais se diriger vers un renforcement de son encadrement. A. La notation autorégulée. L'autorégulation a été la première voie empruntée pour restaurer la confiance dans la notation. En effet, l'autorégulation est longtemps apparue comme incontournable, même si progressivement son efficacité a été contestée. Tout d'abord, l'autorégulation paraît incontournable en raison de la particularité des domaines qui connaissent un recours à la notation. Complexité, flexibilité, mobilité caractérisent en effet le marché financier, le transport maritime ou encore l'échange des produits et services. Plus spécifiquement, la mondialisation de ces activités écarte toute possibilité pour la réglementation nationale de jouer son rôle. En effet, la transnationalité de ces secteurs ne remet-elle pas en cause l'idée même de territorialité qui sous-tend la notion de loi ? Cela est communément admis, en ce qui concerne les marchés financiers. Au-delà, n'est-ce pas la mobilité accrue de leurs activités qui a conduit les entreprises à élaborer des normes professionnelles afin de régir les comportements de leurs partenaires commerciaux, des entreprises souvent multinationales dont l'influence transcende les frontières ? Cela explique pourquoi les autorités nationales et communautaires ont longtemps hésité à réglementer l'activité de ces entreprises de notation, restées jusqu'ici dans l'angle mort des réformes successives portant sur les marchés financiers. Si l'on se réfère à la législation française, on ne constatera que des dispositions ponctuelles en la matière, l'essentiel étant l'obligation faite à l'AMF de réaliser un rapport annuel sur les agences de notation, l'intervention des États ainsi limitée, la mondialisation des échanges serait donc le terreau fertile permettant aux instruments de droit mou de prospérer. La norme professionnelle devient alors un référentiel unique au niveau international, grâce à son caractère extraterritorial. Que l'on songe tout particulièrement au secteur financier, et l'on ne pourra qu'observer le rôle considérable que jouent les associations de professionnels et les instruments d'autorégulation. C'est en effet le code de conduite de l'OICV qui sert de référence en matière de notation, les différentes agences se soumettant volontairement aux principes ainsi édictés. Par conséquent, il faut reconnaître ici encore plus qu'ailleurs, l'existence d'une déontologie de la profession visant à assurer une éthique des affaires. Cependant, en la matière, cela dépasse l'effet de mode, l'affichage d'un retour de la morale au cœur des préoccupations actuelles.
Il s'agit en réalité de restaurer la confiance perdue dans la notation afin de restaurer la confiance du marché, et partant la confiance dans le marché. Mais l'autorégulation est-elle suffisante pour restaurer une confiance érodée par des pratiques déviantes ? 2. Dès lors, même si l'on affirme que l'autorégulation est incontournable, il convient donc de s'interroger sur son efficacité. Force obligatoire et valeurs juridiques contraignantes font en principe défaut, lorsque ces règles de conduite ne sont adoptées que sous la forme de normes privées. Instruments emblématiques du droit mou, les codes de conduite ne sont en effet que de simples engagements moraux adoptés et appliqués volontairement par les entreprises. Certes, on peut constater l'existence d'autres formes de contraintes parfois aussi efficaces que les sanctions juridiques, qu'il s'agisse de contraintes sociales et surtout économiques. Mais ces règles de conduite ne risquent-elles pas de demeurer de simples vœux pieux ? Ne s'agit-il pas en réalité pour les professionnels d'éviter toute forme d'encadrement national ou supranational juridiquement sanctionné ? Ce sont ces écueils de l'autorégulation qui ont été récemment dénoncés par les autorités nationales et communautaires en matière de notation financière, les incitant à quitter le terrain du droit mou pour conférer à ces règles déontologiques une véritable densité juridique, seule à même de restaurer la confiance dans la notation. B. Vers un encadrement renforcé de la notation ? Afin de restaurer la confiance perdue, on semble désormais se diriger vers un encadrement renforcé de la notation. En effet, compte tenu des insuffisances du droit mou à assurer la confiance dans la notation, il convient de chercher le moyen de lui conférer la force obligatoire et la valeur juridiquement contraignante qui lui font défaut. Plusieurs techniques peuvent être envisagées. 2 d'entre elles paraissent particulièrement efficaces. La contractualisation du droit mou tout d'abord, ensuite et surtout, son intégration dans la réglementation. La contractualisation du droit mou lui permet d'acquérir une certaine densité juridique. En effet, par leur intégration dans le champ contractuel de la convention liant les acteurs privés, les normes professionnelles vont acquérir la force obligatoire propre à cette convention. Toutefois, et plus généralement, on constate que la responsabilité des agences de notation n'est que rarement engagée, et cela, notamment, en raison de la multiplication des clauses élusives de responsabilité contenues dans les contrats d'adhésion. Quoi qu'il en soit, si les juges reconnaissent une certaine valeur juridique à ces règles professionnelles, il règne toutefois une sorte d'immunité de fait des agences de notation et pour le moins, une part d'insécurité juridique. C'est donc la reprise réglementaire du droit mou qui peut seule lui conférer la densité juridique à même de restaurer pleinement la confiance dans la notation. Les crises et scandales financiers de ce début de siècle ont fait prendre conscience aux autorités nationales et supranationales des limites de l'autorégulation. Il est apparu à ces occasions que seul un encadrement renforcé des activités de notation serait à même de garantir la qualité de l'information. En effet, c'est en réponse aux affaires Enron et WorldEcom que les autorités nationales ont entendu restaurer la fiabilité de l'information comptable. Pour ce faire, la loi Sarbanes-Oxley du 30 juillet 2002 suivie en France par la loi sur la sécurité financière du 1er août 2003 ont imposé un net recul à l'autorégulation afin de garantir la déontologie et l'indépendance des commissaires aux comptes. Les règles de conduite jusqu'alors adoptées et appliquées volontairement par la profession sont désormais soumises à l'appréciation et au contrôle d'une autorité administrative indépendante et validée par le ministère, à quoi s'ajoute la publication décrétale du nouveau code de déontologie. Dès lors, la valeur contraignante de ces règles et leur opposabilité deviennent incontestables. En outre, des règles sont posées afin d'éviter toute situation de conflit d'intérêts et assurer l'indépendance des activités d'audit et de conseil. De la même manière, l'encadrement des activités des agences de notation de crédit se trouve aujourd'hui sous les feux de l'actualité législative en réaction à la crise des subprimes, jusqu'à constituer l'un des axes majeurs de la réflexion menée lors du dernier sommet du G20 pour réformer le capitalisme. Ici encore, les limites de l'autorégulation ont été fustigées. Afin de rétablir la confiance dans la notation financière, la Commission européenne affirme depuis peu que l'encadrement doit prendre le relais de l'autorégulation, sur le modèle du droit américain réformé récemment. Pour ce faire, elle propose l'adoption d'un acte législatif uniformisant les règles au niveau de l'Union européenne qui viserait à éviter les conflits d'intérêts,
assurer la transparence de l'activité exercée par les agences de notation et renforcer la qualité du processus de notation. Tel est l'objet de la proposition de règlement sur les agences de notation du 12 novembre 2008, qui prévoit d'ajouter au contrôle américain des agences de notation un contrôle européen sous la forme d'un enregistrement. Plus généralement, on constate ainsi que la reconnaissance réglementaire des normes professionnelles leur permet d'acquérir la densité juridique qui leur faisait jusqu'alors défaut, gage d'une plus grande sécurité juridique. Les règles de bonne conduite relatives à la notation quitteraient progressivement le domaine du droit mou grâce à leur reprise dans une réglementation dont elles absorbent la force obligatoire et la valeur contraignante. De recommandations, elles deviennent commandements lorsque des choix politiques sont en jeu. Or, la question de l'encadrement de certaines activités de notation n'est-elle pas devenue éminemment politique ? Reste à voir si, à l'avenir, les possibilités de sanctions désormais reconnues pourront jouer un rôle préventif suffisant pour restaurer la confiance dans la notation. Il ressort de ces quelques remarques introductives que la notation s'inscrit dans le paysage juridique du monde contemporain, qui évolue dans une pluralité de systèmes juridiques souvent hétérogènes. Par conséquent, nous serons amenés au cours de ce colloque à observer les liens qui se tissent entre ces différents systèmes juridiques, en étudiant les rapports qu'entretiennent ces droits de praticiens avec les droits d'origine étatique ou supraétatique. On retiendra que, si la notation est bien au cœur de l'actualité économique et politique, elle est également au cœur du renouvellement de la réflexion consacrée aux sources du droit. C'est en cela que les travaux de cette journée promettent d'être riches et fructueux grâce aux éclairages des différents intervenants, lesquels dresseront une typologie de la notation des entreprises avant de nous expliquer les enjeux de cette notation. La déontologie des entreprises de notation. Marcel Beaubrun, professeur à l'Université des Antilles et de la Guyane. Un non-initié que je suis du droit des marchés financiers, vous permettrez qu'en préambule de cette communication j'évoque les sources du droit et en particulier, la recomposition intégrale dont depuis quelques décennies elles sont le théâtre. C'est au point qu'un orfèvre de ces questions faisait il y a peu l'amer constat qu'il fallait prendre son bâton de pèlerin pour s'y reconnaître dans ce paysage entièrement redessiné. Pensez donc les codes de conduite privée, les pratiques professionnelles, les recommandations des organisations professionnelles, tout un univers normatif surgit de nulle part, du droit créé en douceur, du droit tendre, la soft law, tout cela venant en concurrence avec la loi votée par le Parlement, ses décrets d'application, la jurisprudence qui en procède, la doctrine qui en fait le commentaire avec science et compétence. Il y a de quoi effrayer le juriste formé au canon de l'école classique. 2. C'est en vérité le vertige qui m'a saisi quand je me suis rendu compte à mon corps défendant que le sujet que j'ai accepté de traiter devant vous, témérité ou inconscience ? C'est vous qui en déciderez, n'avez qu'un unique support textuel en droit positif. L'article L544A4 c'est mon fin, issu de l'article 42 de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière. L'autorité des marchés financiers publie chaque année un rapport sur le rôle des agences de notation, leurs règles déontologiques, la transparence de leurs méthodes et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers. 3. Pourquoi cette discrétion, ce désengagement législatif, on a même parlé de désintérêt, en décalage avec les fonctions régaliennes de l'État, surtout si l'on songe que le champ d'activité des agences de notation est en expansion continue couvrant, outre le noyau dur des entreprises privées et publiques, les États souverains, les collectivités territoriales, les départements, les régions, les communes et jusqu'aux fonds de pension et de retraite. À des motifs historiques viennent se mêler des considérations culturelles, ainsi que des impératifs de technique législative. Motif historique d'abord. Il y a à peine 3 décennies, milieu des années 80, que la France a découvert les agences de notation ou agences de rating selon la terminologie anglo-saxonne. Apprécier la solvabilité d'un emprunteur selon des méthodes standardisées et synthétiques n'a acquis véritablement droit de cité en Europe occidentale que depuis une quinzaine d'années. Le fichier bancaire des entreprises, plus connu sous le sigle FIBEN, n'est opérationnel que depuis octobre 1992. Et nos voisins européens ne sont guère mieux lotis. À cette jeunesse des agences de notation continentale, il faut ajouter des considérations culturelles.
La notation n'est-elle pas une manifestation agressive de la mondialisation ? Convient-il d'accorder une position prééminente au plan législatif à un phénomène, sinon marginal, du moins nettement circonscrit dans la mesure où les notations sont destinées aux seuls souscripteurs d'obligations ou de titres de créances négociables et non aux actionnaires. Troisième raison mise en évidence avec force à l'occasion des travaux préparatoires de la loi de sécurité financière. La notation d'entreprise est le fait d'entités à dimension internationale, disposant d'un réseau de filiales et de présence à l'étranger qui se joue des compétences strictement nationales. Force est de constater que l'on se situe dans un angle mort de la réglementation, d'où le profil bas, adopté à regret, par les initiateurs de la loi du 1er août 2003. L'encadrement normatif est limité à l'établissement du fameux rapport annuel prescrit par l'article L544A4 Cmon. Fin, lequel énonce, à l'article précédent, une autre contrainte, bien timide, elle aussi. Les agences de notation doivent conserver tous les documents préparatoires à l'élaboration de leur publication pendant un délai de 3 ans pour être mises à la disposition de l'AMF. 4. Toutes ces raisons dont je viens de rendre compte expliquent que dans cet environnement volatile, où l'essentiel repose sur le degré de confiance accordé à une évaluation des possibilités de remboursement d'une dette par un souscripteur, un choix de politique législative a été fait dans ces années-là en faveur de l'autorégulation. N'oublions pas que les règles déontologiques en général sont filles de la philosophie utilitariste, de l'anglais Jeremy Bentham. C'est en effet, à la fin des années 80, à l'occasion des travaux et des réflexions menées au sein des commissions Braque de la Perrière et Pfeiffer qui en ont posé les principes fondateurs, que l'idée s'est imposée d'une autodiscipline nécessaire des acteurs du marché. C'est en priorité aux professionnels eux-mêmes qu'il appartient de construire le cadre institutionnel dans lequel ils sont appelés à évoluer. Tel est le cœur du dispositif. Cette logique libérale d'autorégulation a irrigué l'ensemble du corpus déontologique mis en place dans ces années-là. Tous les intervenants en ont bénéficié à un titre ou à un autre, analystes financiers, auditeurs légaux, agences de notation et jusqu'aux commissaires aux comptes à un moindre degré. 5. Le curseur est-il en train de repartir dans un sens opposé sous l'effet de la tempête financière de ces derniers mois ? Nombreuses et fortes sont les voix qui se font l'écho de l'urgence d'un retour du balancier. Je prélève, presque au hasard, dans l'énorme littérature publiée récemment les affirmations que voici. D'un ancien ministre des Finances, par ailleurs dirigeant d'un parti politique d'opposition. Il était fou de laisser les agences de notation sans visibilité ni contrôle suffisant broyer leur proie. D'un économiste émérite, directeur du Centre Bruegel. La crise va conduire à une intervention réglementaire plus lourde de l'État, à une reprise en main et à une surveillance accrue des institutions financières. Du ministre des Finances en exercice, Madame Christine Lagarde. Dans la lignée de la feuille de route sur la stabilité financière adoptée en octobre 2007, nous devons veiller à renforcer la transparence des activités financières, accroître la surveillance des agences de notation qui jouent un rôle important dans la stabilité du système par leur enregistrement au niveau européen et nous assurer que les acteurs financiers maîtrisent davantage les risques. 6. Autant dire que les normes déontologiques en vigueur auxquelles sont assujetties les agences de notation, et dont il conviendra dans un premier temps de considérer le contenu se trouvent à une croisée de chemin. 1. Un énorme débat au niveau planétaire travaille actuellement toutes les instances de régulation depuis l'Organisation internationale des commissions de valeurs, OICV, jusqu'à la Commission des communautés européennes qui a adopté, le 12 novembre dernier, une proposition de règlement faisant entrer de plain-pied les agences dans le secteur financier réglementé. Ainsi que l'écrit Les Échos, dans un cahier spécial publié à la veille de la réunion de Washington du 15 novembre 2008, l'étau se resserre. Toute la difficulté est de délimiter exactement le périmètre de cette régulation, nouvelle version. C'est ce que nous envisagerons dans un second temps. 2. La réglementation existante. C'est aux antipodes de l'image déceptive que l'on a de l'extérieur, image largement relayée et simplifiée par des scandales de retentissement mondial, Enron en particulier. Les marchés financiers ne sont pas au plan institutionnel la terre d'élection des dérives spéculatives, nécessairement dangereuses et malsaines. En vérité,
La déréglementation dont on vient de rendre compte a entraîné symétriquement le besoin pour les professionnels de disposer des règles d'autodiscipline en dehors de toute intervention étatique. Le vide ne signifie pas la jungle. Des codes de pratique professionnelle ont fleuri sur tous les marchés boursiers et financiers consacrant, au-delà des frontières étatiques, à l'évidence trop étroite, la capacité des intervenants à s'auto-organiser et à élaborer spontanément des normes déontologiques fixant des standards dans les relations avec les tiers. A. Cette démarche déontologique volontaire a été par la suite encadrée, formalisée et régulée par les autorités de marché. B. Les agences de notation n'ont pas échappé à cette logique libérale. La déontologie n'est pas le dirigisme. Elle a pour objet au contraire de moraliser le marché par une autodiscipline des acteurs du marché, pour éviter une organisation de celui-ci par l'État au nom de l'ordre public. A. La création de règles déontologiques. 8. Rien n'est plus éclairant que la consultation du premier rapport d'activité de l'AMF pour 2004, publié en février 2005. Les agences de notation ont déclaré avoir mis en place avant même les travaux menés par la SEC et par l'OICV en 2003, des règles déontologiques et des procédures internes destinées à prévenir et à gérer les potentiels conflits d'intérêts, et à assurer l'indépendance et l'objectivité de leurs travaux de notation. Quant au deuxième rapport pour 2005, publié en mars 2006, il rend compte d'une communication de la Commission européenne de janvier 2006 indiquant son souhait de ne pas adopter à ce stade de nouvelles législations. L'autorégulation par les participants du marché est la mieux à même de constituer des réponses adaptées aux évolutions des marchés. 9. Il est bien clair que ce cercle vertueux n'est pas tombé du ciel. L'univers des entreprises de notation est en réalité dominé par une poignée d'agences qui se comptent sur les doigts d'une seule main. D'abord, les 3 PT de Wall Street et de la City, Standard & Poor's, 1000 analystes et 10 071 entités cotées, Moody's, 800 analystes et 4800 entités cotées, Fitch Fimalac, 700 analystes et 5000 entités cotées, Dominium, d'origine canadienne, 45 analystes et 700 entités cotées, enfin dernière venue, Ambest, spécialisée dans l'assurance. Dénominateur commun de ces 5 agences, elles ont reçu l'agrément de l'ASC et jouissent du statut d'organisation de notation statistique nationalement reconnue, NSRO, ce qui confère à leurs notes une valeur particulière comme référence dans les normes de qualité de portefeuille des investisseurs institutionnels. Bien évidemment, la SEC a posé des conditions d'accès et d'éligibilité à l'agrément, sous la forme de 4 critères. La structure organisationnelle de l'agence candidate, ses ressources financières, la qualité et l'importance de l'équipe, les procédures de notation mises en place et l'existence d'une procédure interne de non-divulgation d'une information privilégiée. Afin de faire éclater cette situation oligopolistique, ou au moins favoriser l'ouverture à la concurrence du marché de la notation, le Credit Rating Agency Reform Act du 29 septembre 2006 s'est attaché à remplacer le système d'accréditation en vigueur pour lui substituer une procédure de supervision et d'enregistrement de toutes les agences de notation de crédit dès lors qu'elles répondent à un certain nombre d'exigences fixées par la SEC, liées notamment à l'utilisation de procédures systématiques visant à fournir des notations crédibles et fiables, à gérer les conflits d'intérêts et à prévenir la mauvaise utilisation d'informations confidentielles. Quoi qu'il en soit de l'effectivité de cette ouverture, ce qui est sûr, c'est que les autorités françaises n'ont à ce jour agréé au terme d'arrêté en date du 31 décembre 1992 que les 3 agences historiques, que sont Standard & Poor's, Moody's et Fitch pour procéder à la notation des créances négociables et des fonds communs de créances conformément à l'article L214A44, Sémon, fin. Le même article exige que soit annexée à la note d'information communiquée aux souscripteurs une notation par l'une des 3 agences agréées. 10. J'en arrive par là aux composantes déontologiques essentielles de l'activité des agences de notation. Pour faire bref et aller à l'essentiel, j'en retiens 3. L'indépendance et la prévention des conflits d'intérêts. La transparence méthodologique. La confidentialité des informations. 11. L'indépendance de l'agence de notation est à l'évidence la clé de voûte et le fondement de la crédibilité que le public et les marchés accordent à ces analyses. Les 4 rapports annuels de l'AMF, disponibles à ce jour, reviennent avec constance sur cette exigence. À l'instar des auditeurs,
Le flux de rémunération entre l'agence et l'émetteur constitue la source potentielle numéro 1 de conflit d'intérêts. Grande est la tentation de réduire le risque qui entoure une émission, si la contrepartie réside dans le fait de conserver l'émetteur comme client. Le soupçon de complaisance, sinon de collusion, est multiplié pour peu que l'agence sollicitée fournisse des services accessoires de conseil aux émetteurs notés. À ces risques de conflit d'intérêts, les agences ont spontanément apporté une limitation quantitative. Aucun émetteur noté ne doit représenter une part substantielle de leurs revenus, fixée à 1% de leur chiffre d'affaires au plan mondial. Toujours dans le souci de se prémunir du péril de la perte d'indépendance, les agences déclarent avoir mis en place un jeu de procédures appropriées. Absence de lien entre la rémunération des analystes et la performance des entités qu'ils suivent. Absence de lien de quelque nature que ce soit entre l'agence et un établissement financier effectuant des transactions sur les titres des sociétés ou agissant comme conseil ou banque d'affaires auprès des entités notées. Prise de toutes les décisions de notation par un comité de notation. Muraille de Chine, en vigueur avec les autres activités du groupe auquel appartient l'agence. Séparation des équipes commerciales, marketing et analystes. Absence de lien d'affaires avec les émetteurs, services de conseil ou autres activités secondaires en dehors de la notation. 12. Deuxième composante, la transparence méthodologique, laquelle se décline aux 3 stades suivants, le processus de notation, la méthodologie de la notation et enfin, la diffusion de la notation auprès de l'émetteur. Après collecte et analyse des informations recueillies auprès de l'émetteur qui l'a sollicité et entretien avec cet émetteur, un comité de notation interne se réunit pour décider collégialement de la note à attribuer. L'émetteur ne participe pas à ce comité. En cas d'insatisfaction ou de désaccord de l'émetteur sur l'opinion formulée par le comité de notation sur sa situation de crédit, une procédure d'appel est organisée dans la mesure où l'émetteur a en sa possession des informations nouvelles et pertinentes au regard de la décision prise. Le processus de notation obéit ensuite à une certaine méthodologie. La notation associe plusieurs éléments tels que l'analyse microéconomique, l'expérience des secteurs, les informations en provenance de l'émetteur, etc. L'opération se termine par la diffusion de la notation, laquelle ne se fait qu'avec l'accord de l'émetteur. Des procédures spéciales sont organisées en cas de changement dans la méthodologie. 13. Troisième composante, la confidentialité des informations. La préoccupation méthodologique majeure des agences de notation est la gestion des informations confidentielles qu'elles reçoivent dans le cadre de leur examen et qui les place ipso facto en situation d'initié. Les agences doivent garder le secret des informations non publiques transmises par les émetteurs ou leurs collaborateurs. Des clauses de confidentialité ont été introduites à cet effet dans les documents contractuels initiés avec le client. Comme souvent, le renfort de la répression pénale a été mis à contribution. Le seul fait de communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions une information privilégiée détenue sur un émetteur ou un instrument financier coté est un délit puni d'1 an d'emprisonnement et de 150 000,00 € d'amende. C'est ce corpus déontologique qui a été progressivement formalisé dans les circonstances que voici. B. L'autorégulation formalisée. 14. Ce sont ces composantes déontologiques qui ont été formalisées en 2 vagues successives par le Comité technique de l'OICV, Organisation internationale des commissions de valeurs, en septembre-octobre 2003, sous la forme d'une série de principes généraux de haut niveau pris en décembre 2004 sur le modèle d'un code de bonne conduite, intitulé « Éléments fondamentaux du code de bonne conduite des agences de notation ». Je ne vais évidemment pas reprendre dans le détail, ni ces principes généraux ni ces éléments fondamentaux qui s'articulent au surplus autour des thèmes au cœur de la déontologie, la qualité et l'intégrité du processus de notation, les modalités et diffusion des notations, la prévention des conflits d'intérêts et le traitement de l'information. Ce qui est plus intéressant, c'est de relever qu'alors même que, formellement, les agences de notation échappent à la tutelle de l'AMF, celle-ci a demandé aux 4 agences agréées entrant dans le champ de son analyse de décrire la manière dont l'agence a intégré les principes de l'OICV dans son organisation interne et d'expliciter, lorsque le code de conduite de l'agence s'écarte des principes de l'OICV,
comment les objectifs poursuivis sont néanmoins atteints. Le rapport d'activité de l'AMF pour l'année 2005 contient une analyse détaillée de la mise en œuvre des principes généraux initiés par l'OICV. Une seule illustration, le positionnement du responsable de la déontologie. Parmi les objectifs à atteindre, figure en bonne place la désignation d'un déontologue en charge du contrôle de la bonne application des dispositions du Code de l'agence. Dans un cas d'espèce, l'AMF relève que cette fonction a été confiée à un vice-président par ailleurs en charge de l'activité. Elle pointe du doigt ce cumul de fonctions et conclut : aucune mention n'est faite dans le Code sur son rattachement hiérarchique et sa rémunération qui devrait être, selon les termes du Code de OICV, disposition 1.15, indépendant des opérations de notation de l'agence. 15. Dans le même esprit, le Comité des régulateurs européens CESR, à la demande de la Commission européenne, a mis en place, à partir de fin 2005, un cadre qui lui permet d'exercer un contrôle de conformité sur le degré de prise en compte du code de l'OICV par les agences dans leur propre code de conduite. Le troisième rapport d'activité de l'AMF pour 2006 contient une revue détaillée, sous forme de bilan, des points de convergence et de divergence des codes internes respectifs et des objectifs généraux fixés par l'OICV. Le quatrième rapport d'activité de l'AMF pour 2007 fait état, quant à lui, des mêmes préoccupations déontologiques. Si on lit entre les lignes, une nouveauté apparaît : le développement sur le marché français de la notation non sollicitée, dite encore notation sauvage. Ce type de notation est un sujet sensible. Il n'est pas interdit de penser qu'elle s'inscrit dans une stratégie, d'autant plus, souligne le rapport, que dans certains cas, la note attribuée peut être inférieure à la note obtenue dans le cadre d'un processus où l'émetteur a été à l'initiative de la notation. Le rapport conclut sur ce point. L'AMF insiste sur la nécessité d'identifier clairement les notations réalisées à la propre initiative de l'agence sans l'accord de l'émetteur, non seulement au moment de la diffusion de la première note, mais aussi dans toutes les communications ultérieures que l'agence viendrait à publier. 2. Les règles déontologiques en gestation. L'idée de réajuster l'image un peu fade des entreprises de notation ne date pas de ces derniers mois, même si, il faut le reconnaître avec humilité, la crise financière qui a pris naissance aux États-Unis sur le crédit hypothécaire depuis l'été 2007 se sera soldée en définitive par une accélération invincible des projets de réforme en gestation. La déontologie applicable aux agences de notation, une déontologie dévoilée par ces crises, on imagine assez facilement les gros titres que l'on pourrait exploiter. Le Figaro de la semaine dernière rapportait ce propos désabusé du commissaire européen au marché intérieur Charlie McCreevy, à l'origine de la proposition de règlement dont je me propose de rendre compte dans un instant. Si le marché ne croit plus aux agences de notation, le jeu se retrouve faussé de fond en comble. Qu'il soit donc nécessaire de remettre à plat le système antérieurement en vigueur d'une réglementation souple et en douceur, nul n'en disconvient. Mais jusqu'où faut-il aller dans la délimitation du périmètre de cette régulation ? Nouvelle version. Le Monde a publié le 10 novembre dernier un entretien de Pascal Lamy, directeur général de l'OMC, qui présente de manière très synthétique l'alternative suivante. Veut-on une simple coopération ou coordination molle ? Ou bien, au contraire, veut-on mettre en place une régulation contraignante et dure avec une machinerie juridique et institutionnelle de surveillance et des voies de recours pour que les pratiques déviantes soient remises en cause ? Là est tout le débat qui a été amorcé avec ces turiféraires de part et d'autre. Critiquant par avance les projets bruxellois, Standard & Poor's a estimé que l'interférence trop appuyée des régulateurs dans leur sphère d'influence serait mauvaise pour les marchés. On retrouve l'écho de ces préoccupations de l'autre côté de l'Atlantique, chez Michael Oxley, l'un des pères fondateurs de l'équivalent de notre loi de sécurité financière. À réagir trop précipitamment à la tourmente financière qui traverse aujourd'hui les marchés, les risques d'une surrégulation existent, a-t-il dit lors de son récent passage à Paris. Et il a ajouté en forme d'avertissement : si nous allons dans cette voie, nous le paierons en termes d'innovation. Telle n'est pas l'orientation que la communauté européenne des 27 pays membres s'apprête à prendre. Tournant le dos aux règles trop abstraites et trop générales en vigueur, la proposition de règlement, adoptée à Bruxelles le 12 novembre 2008, se fixe 4 objectifs principaux.
S'assurer que les agences de notation évitent les conflits d'intérêts dans le cadre du processus de notation, ou du moins, les gèrent convenablement. Améliorer la qualité des méthodes utilisées par les agences de notation, ainsi que la qualité de leur notation. Renforcer la transparence en imposant des obligations de publicité. Mettre en place un cadre d'enregistrement et de surveillance efficace afin d'éviter la recherche de la juridiction la plus accommodante, forum shopping, et l'arbitrage réglementaire entre les États membres de l'Union européenne. Quelle branche de l'alternative va prévaloir ? La version dure ou au contraire la version molle ? C'est tout le débat de ces prochains mois. Une notation partielle, la certification et la normalisation des produits et services. Frédéric Bondil, maître de conférence à l'Université des Antilles et de la Guyane, IESG. Introduction. 1. Dans sa quête d'une notation partielle des entreprises, le juriste ne rencontre pas de prime abord un très bon accueil sur les terres de la normalisation et de la certification. Quand il atteint ces contrées, il a bien du mal à sortir du brouillard qui l'entoure. Il reste songeur devant l'obscure dénomination de normalisation, qui lui apparaît au mieux comme un néologisme à la mode anglo-saxonne et au pire comme un horrible barbarisme. Le juriste n'est pas vraiment plus éclairé lorsqu'il prête l'oreille aux conversations tenues aux alentours. Voici que tout s'entremêle et semble se confondre dans ces discussions. On parle indifféremment de normalisation et de certification. On fait encore référence, dans les mêmes occasions, à la standardisation ou à la labellisation. Face à cette accumulation de notions apparemment interchangeables, le juriste peine à résister à l'ironie mordante de Boris Vian à l'égard de la normalisation. Plutôt que de perdre son énergie dans de vaines interrogations, mieux vaudrait s'amuser de ce monde dans lequel la norme a la prétention de vouloir régler toutes les formes de l'activité humaine. Ce recours à la dérision est d'autant plus tentant qu'il se recommande de l'exemple, sinon de l'autorité, d'un ancien ingénieur de l'Association française de normalisation. 2. Pareilles moqueries ne manqueront pas, certes, de piquer au vif les habitués de cet univers. Ils s'empresseront de conseiller ou de prêter à notre juriste de bons guides pour bien le visiter et en apprécier les richesses. À leur lecture, le juriste pourra sans doute se convaincre du sérieux du monde de la normalisation et de la certification. Néanmoins, il s'y sentira encore plus un étranger. Il constatera en effet que des travaux pluridisciplinaires relatifs à la normalisation rassemblent des contributions d'économistes, de gestionnaires et de sociologues mais non de spécialistes de sa discipline. Il relèvera, encore, des présentations très traditionnelles faisant état du caractère technique et non juridique de la normalisation. S'il n'est pas un grand adepte de la sociologie juridique, il restera tout aussi peu en pays de connaissance face à des références à un infradroit ou à un paradroit issu de la normalisation. 3. Une nouvelle fois, il est vrai, les habitués du monde de la certification et de la normalisation pourront inviter le juriste à se garder de conceptions erronées ou trop caricaturales. Ils lui rappelleront que la normalisation a une base légale déjà ancienne en France, résultant de la loi du 24 mai 1941 toujours en vigueur. Ils ajouteront que les textes réglementaires d'application de cette loi marquent un intérêt persistant pour la normalisation. Les prévisions d'un premier décret de même date que la loi se trouvent en effet aujourd'hui remplacées par des dispositions. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.